Salam alaikum. Le Forum d'El Moujahid a le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Derouaz, qui pilote les préparatifs des Jeux Méditerranéens 2022. Un événement fort important, très important, qui ne se résume pas uniquement à une question de course, de muscles, de sueur, mais aussi un événement total. Il est social, il est économique, il est politique. Oran va l'accueillir. Oran sera à ce moment-là la vitrine de ce qui se fera de mieux dans ce genre de joute en Algérie. Oran accueillera des visiteurs, accueillera des délégations, des sportifs. Autrement dit, il faut que les Jeux soient une réussite, non seulement au niveau de leur préparation, au niveau des terrains de jeu, mais également au niveau de l'environnement. Il sera question de tourisme, de culture, d'accueil, de courtoisie, de beaucoup d'autres choses. Pour notre grand plaisir, pour les personnes qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, le Forum d'El Moujahid vous accueille. Merci d'être là et de nous éclairer sur les préparatifs de ces prochains Jeux. Je vous cède la parole. Merci beaucoup pour votre invitation. Le Forum d'El Moujahid a une réputation établie et c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui votre invité et de pouvoir comme ça apporter l'éclairage, comme vous le dites, actualisé sur les préparatifs de l'organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens, donc les Jeux méditerranéens d'Oran, du 25 juin au 5 juillet 2022, édition qui se tient après l'édition d'Alger, en ce qui nous concerne à nous, la deuxième organisation de notre pays pour cet événement, 47 ans après, puisque c'était les Jeux méditerranéens de 1975. Voilà, donc, il y a eu beaucoup de commentaires récents sur la situation de l'organisation et notamment des relations avec le Comité international des Jeux méditerranéens, propriétaire de l'événement. Beaucoup d'encre a coulé, beaucoup de choses ont été dites. J'ai moi-même eu la possibilité de faire le point sur à la fois ce qui s'est réellement passé, sur certains commentaires. L'important pour moi aujourd'hui, c'est sous les questions de tous les journalistes présents que je salue, collectivement et individuellement, c'est d'apporter le plus d'éclairage possible par rapport à cette question, en disant tout d'abord, et j'ai ici avec moi le contrat qui lie le CIJM à la ville hôte des 19e Jeux méditerranéens. Il y a deux aspects. Il y a des aspects où il y a certains retards contractuels, ils ne sont pas nombreux, et il y a une inquiétude de retard. Et on ne doit pas faire l'amalgame entre les deux. Concernant les retards contractuels, il y en a eu deux, et pas trois. Le premier, ça a été le retard sur la signature du contrat qui touche au contrôle antidopage, le choix du laboratoire et de la firme qui doit fournir les kits de contrôle, et également l'organisation du transport
des prélèvements. Effectivement, il y avait un retard de plusieurs mois sur ce dossier-là. C'est un problème réglé, ce qui a été récemment communiqué donc au comité d'organisation des Jeux méditerranéens, à savoir à travers ce qu'on appelle la COJMO, qui est la commission de coordination entre le CIJM et le COJMO, qui est le comité d'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran, que j'ai l'honneur de présider actuellement. Le deuxième dossier où nous avons un retard contractuel, c'est celui de la présentation du scénario des cérémonies d'ouverture et de clôture pour approbation par le CIJM, et qui devait être remis au mois de mai passé. À l'exception de ces deux dossiers, l'ensemble des autres questions sont des inquiétudes sur les retards et non pas des questions contractuelles par rapport aux bruits qui ont couru sur la volonté du CIJM de retirer les Jeux à notre pays. Et donc, le CIJM a fait preuve d'indulgence jusque-là par rapport aux deux dossiers cités. Et ce sont des dossiers réglés dans ce sens où le premier, je vous l'ai dit, le marché a été attribué à un laboratoire étranger. L'entreprise qui doit fournir les kits également. La question du transport réglée. Il reste des formalités administratives légères, mais l'information a été donnée et acceptée par le CIJM. Concernant la question qui touche à la cérémonie d'ouverture et de clôture, je me suis engagé à ce que les scénarios soient présentés au CIJM au moment du séminaire des chefs de mission, qui verra également la participation, outre les représentants des fédérations internationales qui sont prévus dans ce séminaire des chefs de mission, et de coordination technique avec les fédérations internationales. Additivement à cela, donc, il y aura la présence des représentants du CIJM, les commissions et les dirigeants de la COJMO. J'ai donc pris l'engagement que ce scénario serait présenté à ce moment-là. Et là également, sur ce point précis, il y a l'acceptation de la COJMO, donc la commission de coordination, d'attendre ce délai-là afin éventuellement de faire une remarque sur l'absence de respect de cette question contractuelle. Toutes les autres questions, je le répète, ce sont des inquiétudes. Et les inquiétudes du CIJM, nous les partageons également. Et l'État algérien, plus que le CIJM, puisque l'État algérien a pris la disposition de changer une partie de l'organisation, puisqu'il a décidé de nommer un commissaire président du comité d'organisation en ma personne. C'est bien la preuve que l'inquiétude du CIJM a été précédée par l'inquiétude des autorités algériennes, et donc il faut saluer cette volonté des plus hautes autorités de l'État de régler tous les problèmes qui se sont accumulés suite à des laissés-aller
ou des incohérences des années passées depuis l'attribution de la compétition à notre pays en 2015, donc jusqu'en fin 2019, on va dire surtout, puisque le comité d'organisation avait déjà vu un changement d'organisation à travers la nomination de M. Selim Ilès comme directeur général des Jeux en remplacement de M. Moreau, qui était le premier directeur général des Jeux. Donc cette évolution est la preuve que l'État a pris en compte les insuffisances de l'état de la préparation, et pas seulement au plan infrastructurel, mais également sur les dispositions prises à l'intérieur du comité d'organisation qui auparavant était présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, donc il faut s'en rappeler, et que maintenant je préside. Donc voilà pour mon introduction, pour dire que le CIJM, tout en rappelant donc qu'ils sont inquiets pour des Jeux qui représentent bien entendu la compétition la plus importante du bassin méditerranéen dans le monde sportif et qui sont la propriété du CIJM. Donc c'est leur rôle, c'est leur devoir de souligner ces retards, mais c'est également celui des plus hautes autorités de notre pays qui, avant même les inquiétudes manifestées par le CIJM, ont réagi et ont changé, ont pris des dispositions de changement de l'organisation. Voilà. J'espère personnellement être à la hauteur de la confiance qui a été placée en moi, tout en rappelant aussi que ce qui touche bien entendu aux infrastructures sportives n'est pas du ressort de la COJMO, du comité d'organisation des Jeux, tout comme ce qui touche aux résultats sportifs futurs n'est pas du ressort de la COJMO. Voilà. Donc moi, je préside en tant que commissaire des Jeux, ce qui est une nouvelle donc, organisation, le comité d'organisation, et je suis à votre disposition pour vous éclairer sur les questions que vous souhaitez nous poser. Merci. Monsieur Amin Aziz. À mon tour de souhaiter à M. Aziz Derouaz la bienvenue au Forum Moudjahid. M. Poussi a tout dit, mais moi je tiens à lui rendre hommage. C'est une personnalité importante du mouvement sportif national. C'est quelqu'un qui n'est plus à présenter, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a prouvé ses compétences. Et ce que je regrette, c'est que des gens comme Aziz Derouaz n'ont pas été choisis dès le départ pour s'occuper des JM, parce que finalement le choix des hommes est très important au départ. Si on démarre bien, on termine bien. Et là, j'espère que grâce à ses compétences, on rattrapera le temps perdu par rapport à ce qui lui est confié comme mission. Et puis voilà, donc c'est au tour des journalistes de poser leurs questions. Moi, je veux juste être rassuré en tant que simple citoyen. Les Jeux, on sera au rendez-vous, M. Derouaz. Merci pour cette question directe. J'ai eu ces jours-ci à faire plusieurs interventions médiatiques où j'ai rassuré tous les journalistes qui sont des relais en direction de la population pour dire que
nous serons au rendez-vous de l'organisation des Jeux et les Jeux auront bien lieu à Oran entre le 25 juin et le 5 juillet 2022. Le 5 juillet, date d'anniversaire du 60e anniversaire de notre indépendance. Parfait. C'est vous qui donnez la parole, hein, c'est pas moi. D'accord. Pour le sensible. D'accord. Salam alaikum. Tariq, journal Massa. Marhaba avec M. Drouaz. On vous félicite pour le poste que vous présidez maintenant. Ma question est juste, qu'il y a des inquiétudes de la part du comité international. Où sont les inquiétudes juste? Bon, les inquiétudes sont de deux ordres. Le premier volet des inquiétudes, c'est celui qui a trait au retard dans la livraison des infrastructures sportives. Et donc, sur ce dossier-là, nous avons eu à répondre et à montrer, y compris donc au CIJM, par l'image, par des photos qui leur ont été transmises lors de la dernière réunion par visioconférence que j'ai animée cette fois personnellement. C'est la première réunion que j'anime personnellement avec le comité de coordination. Donc en même temps que il y avait de ma part une réponse aux questions sur les inquiétudes par rapport aux infrastructures, nous avons diffusé des photos de l'évolution des travaux pour les deux infrastructures principales en retard, puisque vous savez très bien que le stade de football et d'athlétisme est terminé. Et donc les inquiétudes vont principalement pour la nouvelle salle Omnisport. Quand je dis nouvelle, parce qu'il y a le Palais des Sports d'Oran, qui lui a été réhabilité et entièrement prêt à 100%. Et donc la nouvelle salle du complexe olympique, puisque là on se trouve dans un complexe olympique, et également le complexe nautique, à côté de l'ancienne piscine qui a été, elle, réhabilitée, qui se trouve en face du Palais des Sports. Donc le complexe nautique. Alors je dois préciser que le jour de mon installation par Monsieur le Premier ministre, il a effectué une visite de travail. Ça date maintenant d'il y a 2 mois, et que ce qui a été fait en 2 mois n'avait pas été fait en 2 ans. Les photos qu'on a pu transmettre donc au CIJM, en leur donnant rendez-vous pour leur visite du séminaire des chefs de mission, où l'état d'avancement sera encore plus important, les ont rassurés, parce qu'il y a une différence considérable. Le complexe nautique est passé d'un taux de réalisation de 45% à un taux avoisinant maintenant les 70%, tandis que la salle Omnisport est passée d'un taux d'avancement de 60% environ à un taux de plus de 80%. Ceci dit, au rythme des travaux de 24 heures sur 24, avec un nombre conséquent d'entreprises de sous-traitance, de l'entreprise chinoise en charge de l'ensemble du complexe, le nombre des sous-traitants, il faut rendre un hommage particulier à l'entreprise, au groupe Hasnaoui, qui réellement a pris le taureau par les cornes et a déployé une force de travail impressionnante. La marche des travaux actuels
nous permet d'affirmer que les infrastructures concernées seront livrées dans les délais. Et quand je dis dans les délais, ça veut dire dans des délais suffisants pour qu'il y ait des compétitions tests pour la validation définitive de ces infrastructures. تفضل. بالنسبه للهياكل الاستقبال يعني هل هي جاهزه لاستقبال عدد كبير من اللاعبين وخاصه ان الالعاب تتزامن مع فتره الصيف اللي وهران معروفه انها تستقبل عدد كبير من السياح الزائرين. شكرا على هذا السؤال. هياكل الاستقبال تكون جاهزه من جهه القريه الاولمبيه اللي راهي جاهزه 100%، ويخص لي زيكيبمون برك اللي هما راهم الان لو مارشي الصفقات يعني اندرت مع المؤسسات الوطنيه اللي يعني رايحه تعمل في التجهيز الكامل لهذا الانفراستركتور هذه. دونك هذا الجانب هذايا نون سولمون نكونوا جاهزين، بصح نقدروا نفتخروا بهذه القريه الاولمبيه مقارنه مع كل شيء اللي عاشوه الرياضيين تاع البحر المتوسط في كل الطبعات السابقه. ونقدر نقول أنا كعضو العائلة الأولمبية كمدرب سابق اللي عشت 3 مرات الألعاب الأولمبية كمدرب، وكذلك طبعتين يعني اللي كنت مدعو في الألعاب الأولمبية حتى ألعاب سيدني، طبعا أتلانتا وهذوك اللي كنت فيهم مدرب. القرية الأولمبية رايحة تكون في أعلى مستوى يعيشوه الرياضيين في مثل هذه الأحداث الرياضية. الجانب الثاني يتعلق بالضيوف والمسيرين الاتحادات الدولية ومسيرين الوفود، يعني الشخصيات. هنا كذلك نجم نقولوا بلي مدينة وهران لها الفنادق الكافية وعلى مستوى المطلوب باش يكون استقبالهم في أحسن ظروف، وتم الاختيار في الفنادق اللازمة كعدد يعني لاستقبال العدد الهائل تاع هذه الضيوف. هذا من جهة. من جهة أخرى حتى الجانب يعني تاع المتفرجين السواح إلى آخره يقدروا يتفضلوا، ومدينة وهران تكون جاهزة لاستقبالهم بأكبر عدد ممكن، وحتى الجزائريين اللي باش من ولايات أخرين يجيوا يحضروا الألعاب البحر المتوسط مع سكان وهران في عرس كبير إن شاء الله. ممكن تصريح بالعربية حول عن النسب اللي وصلت أشغال الهياكل الرياضية؟ الآن تكلمت على النسب. أوكي. قلت باللي الهياكل الرياضية تاع القصر الأولمبي، القرية الأولمبية وصلت أكثر من 80% إنجاز بالنسبة للقاعة متعددة الرياضات، وتقريبا 70% بالنسبة للكومبلكس نوتيك المسابح يعني. وكاين كذلك منشآت رياضية أخرى اللي راهي في الترميم، ومنهم مثلا قاعة أرزو
اللي رايحة تستضيف البطولة الإفريقية للأندية في شهر مارس، وتكون جاهزة قبل الألعاب لاحتضان البطولة العربية. السلام عليكم. خولة منصوري من قناة سؤالي الأول يتعلق حول عادة ما يكون الوفود المشاركة في أي دولة تدفع حقوق أو مستحقات المشاركة اللي تدخل في الإيواء والإقامة. هناك حديث عن أن الجزائر تكفلت بكل هذه ربما المصاريف، يعني الوفود المشاركة لن تدفع المال. نريد أن تؤكد لنا أو تنفي لنا هذا الأمر. ثاني سؤال يتعلق بعدد المشاركين، الدول اللي حتشارك، يعني هل سجلتم تأكيدات من قبل الوفود التي ستشارك في ألعاب وهران؟ شكرا على هذا السؤال. بالنسبة المساهمة المالية تاع الدول المشاركة، حقيقة المفروض تكون مساهمة، لكن الجزائر قررت وقت دفع الترشح لاحتضان هذا الحدث الرياضي أن تكون المشاركة مجانا بالنسبة لكل الوفود المشاركة. إذن هذا قرار سياسي، والدولة الجزائرية بينت إرادة قوية لاحتضان هذا الحدث الرياضي ولاستقبال العائلة الرياضية تاع البحر المتوسط في أحسن ظروف إن شاء الله. فيما يخص عدد الدول المشاركة، العدد تاع الدول المشاركة هو 26 بما فيهم يعني دي برينسيبوتي مثل سامارين اللي هي في وسط إيطاليا، اللي هي موناكو، واللي هي أندور، يعني على جانب يعني الدول المعترفين بهم كدول بكل معنى الكلمة. يعني عدد الرياضيين ما نقدروش الآن، ما عندناش صورة حقيقية، لأن التسجيلات يبدأوا يوم 17 جانفي إن شاء الله. وهذا يسمح لنا الرجوع إلى الوراء. لما كنت نهضر على لي زانكيتود، كان سؤال على لي زانكيتود تاع لو كوميتي انترناسيونال جو ميديتيرانيان، يعني تخوف اللجنة الدولية. كاين نقطة الصفقات. Donc j'ai bien dit, ça n'est pas contractuel. Les contractuels, j'ai donné les deux domaines qui engagent l'Algérie. Pour les autres questions, qui sont la passation de marché et qui touchent à la capacité d'être prêt dans tous les domaines de l'organisation, il s'agit là donc de passation de marché sur les équipements sportifs, pour les infrastructures, bien sûr, et le marché concernant la gestion technologique de la manifestation. Concernant ces marchés, l'État algérien a maintenant pris les dispositions afin que la passation de ces marchés soit prise en procédure exceptionnelle pour permettre d'être au rendez-vous, y compris le premier rendez-vous du 17 juin, pour que l'entreprise en charge de la gestion technologique de l'événement puisse proposer aux délégations étrangères d'être en ligne avec le réseau qui sera mis en place pour l'inscription des athlètes et des dirigeants qui devront participer à ces Jeux méditerranéens. Donc le CIJM
à travers la COJMO, a été rassuré par les engagements pris par rapport à l'inquiétude qui était la leur. قلت باللي بالنسبة للتخوف نتاع اللجنة الدولية على جانب القضايا اللي هما تابعين عدم احترام العقد اللي بين اللجنة الدولية ولجنة التنظيم، كانوا نقطتين، وقلت باللي هذه النقطتين هذو الأولى تنفذ الصفقة بالنسبة لقضية الكونترول انتي دوباج. بالنسبة للنقطة الثانية قدمت التعهد باللي نقدموا الملف تاع الحفل الافتتاح وحفل الاختتام وقت زيارة الوفود لو سيمينير دي شيف دو ديليغاسيون يوم 11 و 12 ديسمبر. بالنسبة التخوفات تاع اللجنة الدولية هما يتعلق الأمر بالصفقات تاع من جهة التجهيزات تاع المرافق الرياضية ومن جهة أخرى تاع لا جيستيون تكنولوجيك، التسيير التكنولوجي تاع المنافسة. ولابد الشركة اللي تتحصل على هذه الصفقة تكون جاهزة يوم 17 جانفيي لدخول عبر الانترنت في لا بلاتفورم نتاعنا باش يسجلوا الرياضيين نتاعهم. دونك هذا التخوف الآن الإجراءات اتخذت من طرف المسؤولين تاع الدولة الجزائرية باش الصفقات تندار عن طريق يعني مستعجل باش نكونوا في الوقت اللي لكي نحي التخوف من عند اللجنة الدولية. La question c'est ça va, j'ai répondu à votre question. Très bien, c'est juste pour le programme تاع البعثة اللي رايحة تجي من السي جي ام حيكون يوم 10 11 12 ان شاء الله نعرفوا البروغرام. ضيوفنا يجيو ابتداء من يوم 8 ديسمبر اللي هما اللجنة التقنية نتاع أو اللجان نتاع اللجنة الدولية للألعاب ابتداء من يوم 8 وعندهم اجتماعات مع اللجان تاع لجنة التنظيم. يوم 10 ديسمبر يلتحقوا ممثلين اللجان الأولمبية تاع الدول المشاركة، دونك هما سجلوا 35 ممثلين، يعني كاين البعض منهم يجيو زوج، وكذلك ممثلين الاتحادات الدولية، ممثلين تقنيين تاع الاتحادات الدولية. إذن هذو يلتحقوا يوم 10 ديسمبر، ولو سيمينار سيكون يوم 11 و 12 ديسمبر. كل الإجراءات التنظيمية اتخذت لنجاح هذا اللقاء، وإن شاء الله بعد نهاية هذا اللقاء الرسمي اللي هو مندرج في العقد ما بين لجنة التنظيم واللجنة الدولية، بعد هذا الاجتماع إن شاء الله بصفة نهائية يكون يعني الإعلان عن قيام ألعاب البحر المتوسط تبع 19 في مدينة وهران إن شاء الله.
Salam alaikum, monsieur Deloise. Donc vous avez évoqué l'aspect organisationnel et structurel. Moi j'aimerais bien que vous nous parliez de l'aspect sportif. Quel état des lieux faites-vous du sport algérien et quelles sont vos prévisions en matière de performance et de médailles côté algérien? Là, je m'adresse aux spécialistes. Merci pour le spécialiste que vous reconnaissez en moi. Moi, je voudrais rester dans les limites de mes fonctions. Je suis président du comité d'organisation, commissaire des Jeux. Maintenant, vous vous adressez à un ancien entraîneur et un ancien ministre. Donc, je vous dirais que ça fait longtemps que j'ai fait le constat sur une situation catastrophique de l'état de notre sport. Et pour faire un pronostic de médaille, je laisse les gens qui sont responsables de cette question, tout en disant que les véritables pronostics pourront se faire une fois connues les inscriptions de la participation internationale. Je veux dire par exemple que dans les sports collectifs, qui ne représentent finalement qu'une médaille, que 2 médailles par sport, en fait 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze par discipline sportive, à savoir le football, le handball, le basketball, le volleyball et le water-polo. Il est évident que cela dépend de beaucoup de la participation des équipes du nord de la Méditerranée, à savoir de l'Europe du Sud. Est-ce qu'ils vont être présents avec leur première élite ou pas? Par rapport aux éditions précédentes, on sait qu'il y a eu des évolutions. De temps en temps, il y avait les équipes premières, et pas souvent depuis quelques éditions, et de temps en temps, les équipes, on va dire, les équipes espoir ou des équipes B, un mélange entre équipe espoir et équipe senior et équipe première. Donc là, il faut attendre de voir au-delà même de leurs engagements, ce qu'ils ont prévu dans leur calendrier international. En ce qui concerne les disciplines, les sports individuels, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait la première élite de toutes les nations. Et là, bien entendu, il faut qu'on fasse la véritable évaluation de nos capacités actuelles, étant entendu que malheureusement, je fais personnellement le constat qu'il y a des nations qui sont proches de nous pour des liens très forts de fraternité, etc., qui sont meilleurs que nous dans une grande partie des disciplines sportives. Ça, c'est l'histoire récente qui me permet de faire ce triste constat, tout comme pour certains sports collectifs. Et là, c'est vrai qu'il faut un plan spécial, commando, pour préparer notre meilleure élite à obtenir les meilleurs résultats possibles pour cette compétition, pour être à la hauteur de l'attente des supporters algériens, mais aussi pour être une projection vers les futurs Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors là, c'est de toute façon une refondation du sport de haut niveau en Algérie que notre nouveau ministre en charge des sports doit prendre en charge, car malheureusement, ce qui a été fait dans les 20 dernières années doit interpeller, et surtout ce qui n'a pas été fait. Et donc, il y a beaucoup de questions qui sont à régler. Et je souhaite bon courage à mon ami le ministre de la Jeunesse et des Sports dans cette mission ardue de remettre sur rail le sport algérien pour notamment son élite sportive. Je vais donner, si vous voulez, un petit repère.
Parce que nous avons des fédérations qui malheureusement, depuis 20 ans, n'ont jamais été interpellées. Je vais donner un repère quantitatif. Ce que beaucoup oublient, c'est que d'abord le développement, c'est un développement quantitatif. Il y a actuellement environ 16 000 licenciés dans le sport roi qui est l'athlétisme. Quand je dis le sport roi, c'est le sport roi des Jeux à caractère olympique. Je ne parle pas donc du sport roi qui, chez tout le monde, est le football. 16 000 licenciés pour une population de 45 millions d'habitants. Et Bouhar vis-à-vis de la jeunesse algérienne, à laquelle on ne permet pas de faire de l'athlétisme, dont une partie des spécialités ne nécessite même pas d'infrastructures spécialisées. Et quand on sait que dans les années 80-90, il y avait 18 000 jusqu'à 19 000 licenciés, ça veut dire que dans les 10 dernières années, on a perdu 2000 licenciés au lieu d'en gagner. Ça, c'est un repère par rapport à la mission des fédérations. Si vous allez vers les autres sports, vers les sports collectifs, autres que le football, qui ne s'en portent pas mieux sur ce plan-là, vous allez trouver le même constat. On tourne autour de 25 000 licenciés, voire 30 000 peut-être pour des fédérations qui vont afficher des chiffres qui ne sont pas réels sur le terrain. Et vous allez trouver que dans les années 80, on était déjà dans les mêmes chiffres. Et Bouhar vis-à-vis de la jeunesse algérienne. Qui est fautif? Je n'ai jamais entendu dans les programmes électoraux des nombreux candidats à la présidence des fédérations qu'il y a un objectif d'élever le nombre de licenciés dans leur discipline. Voilà une question parmi d'autres pour répondre à la vôtre indirectement. Vous parlez de pronostic de médaille. Moi, je vous renvoie à la situation réelle de notre sport et de la pratique sportive. Rebonjour Monsieur Derouaz, c'est Adel Kourjani du quotidien Horizon. Ma première question, je voulais savoir par rapport aux compétitions test des infrastructures des Jeux méditerranéens, que comptez-vous proposer justement dans ce sens? Est-ce qu'il y aura des tournois ou carrément des matchs amicaux entre telle et telle sélection? Ma deuxième question, il y a une discipline qui est pratiquement réanimation, c'est le handball algérien. Vous êtes un symbole du handball algérien. Vous avez justement été l'artisan de la décennie d'or des années 80, 5 titres africains d'affilée. Que préconisez-vous justement pour remettre sur rail la petite balle algérienne? La troisième question concernant la réhabilitation des techniciens algériens. Tout le monde en parle de la réintégration des techniciens au niveau de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de handball et de toutes les fédérations. Est-ce que vous pensez que la réintégration est aussi un des remèdes? Voilà, merci. Merci pour vos questions. La première, les compétitions test. Voilà, les compétitions test. Concernant les compétitions test, effectivement, il y a plusieurs compétitions déjà programmées. Quand je parle de compétitions programmées, je parle de compétitions internationales. Il y a en janvier le championnat d'Afrique cadet junior de sport équestre qui aura lieu donc à Oran dans l'infrastructure qui a été retenue pour la compétition des Jeux méditerranéens. En mars, il y aura, j'en ai parlé tout à l'heure, la Coupe arabe des clubs. Alors je ne sais pas si c'est club vainqueur de coupe ou club champion, mais c'est donc une coupe arabe des clubs qui sera organisée par l'Olympique d'Arzeu, donc dans la salle omnisport d'Arzeu,
qui est la salle retenue pour la compétition de handball pour les épreuves éliminatoires de la compétition des Jeux méditerranéens, étant entendu que les demi-finales et la finale auront lieu au nouveau Palais des Sports. Donc il y aura également le championnat d'Afrique de judo qui aura lieu au mois de mai et qui aura lieu donc dans l'infrastructure prévue pour les Jeux méditerranéens. Alors là, justement, c'est un pari particulier qui est lancé par le comité, qui a été lancé par le comité d'organisation. C'est le palais des congrès, le centre des conventions d'Oran, qui est retenu pour 8 disciplines sportives. Alors, c'est un pari, mais en même temps, ce sera une fierté, car il sera au rendez-vous. Ce sera une fierté, pourquoi? Parce que c'est un centre exceptionnel, qui a déjà abrité des événements internationaux de grande dimension, et qui donc va abriter, je l'ai dit, les compétitions de 8 disciplines, dont certaines simultanément. Alors il y aura par exemple le judo, le karaté, la boxe, le taekwondo, donc voilà, la lutte, je pense. Donc 8 disciplines qui vont se succéder, et certaines simultanément. Et au mois de mai, il y aura un test event donc à travers le championnat d'Afrique de judo, qui pour nous est une manifestation très importante vu la place qu'occupe le judo algérien dans le concert des nations africaines, qui est une place dont nous pouvons être fiers. Et j'espère que les judokas et judokates algériens auront cette fois-ci l'occasion de revenir à leur meilleur niveau pour avoir un classement de qualité pour ces championnats d'Afrique. Il y aura aussi probablement, puisque j'ai eu la demande de l'organisation d'un gala de boxe professionnel, qui servira de test event pour la boxe au palais des congrès également, au centre des conventions d'Oran à cette occasion. Donc ça, ce sont les test events pour l'instant inscrits. Il y aura également certainement un meeting d'athlétisme qui sera organisé sur le complexe dédié à cet effet pour les Jeux méditerranéens. Et en ce qui concerne les autres disciplines, il va y avoir l'inscription au fur et à mesure, avec la collaboration bien entendu des fédérations. Ce sont les fédérations qui inscrivent les événements en collaboration avec le comité d'organisation, donc pour que ça touche l'ensemble des infrastructures. Donc je vous rappelle qu'il y a 24 disciplines sportives, il y en avait 25 qui étaient prévues, il y en a une qui a été retirée, c'est le tir à l'arc, et donc il y a 24 disciplines, et dans l'ensemble de ces disciplines, il faudra qu'il y ait effectivement des test events. C'est notre souhait le plus cher, et dans certains cas, c'est notre obligation pour la validation des infrastructures. Alors, la situation chaotique du handball. Le handball est une discipline gravement malade depuis plus de 20 ans. Donc il ne faut pas aujourd'hui s'étonner que le handball soit, vous l'avez qualifié de réanimation. Voilà, effectivement, il est arrivé à l'état comateux. Pour justifier cela, donc
l'équipe nationale n'existe plus depuis le 14 mars 2020. L'équipe nationale senior garçon. Je ne parle pas de l'équipe nationale senior fille, où ça atteint environ 3 ans. Personne n'a rendu des comptes sur cette situation-là, réellement. Parce que Monsieur le ministre a pris la sage décision de suspendre le président de la fédération, mais ce n'est pas pour cette raison-là. Comme pour toutes les autres fédérations, je disais tout à l'heure qu'il n'y a jamais eu de compte rendu par les fédérations pour la situation du sport algérien, n'ont jamais été interpellés. Parce que la mission de contrôle de la fédération leur a été quasiment enlevée au ministre par une soi-disant opposition des fédérations internationales à ce que les pouvoirs publics s'ingèrent dans le fonctionnement des fédérations. Je dis soi-disant, parce que ça vient de notre ancien président du comité olympique algérien, qui a toujours empêché les ministres, en relayant des menaces des fédérations internationales, de remplir leur mission de contrôle, qui est une mission souveraine par la loi algérienne. Donc en ce qui concerne le handball, donc plus de 20 ans de stagnation, à l'exception du titre de 2014, qui finalement est dû aux fortes assises qu'avait le handball national et à l'héritage qui a été légué par les équipes techniques qui se sont succédées. C'est-à-dire pas seulement l'équipe que j'ai dirigée, mais l'équipe des années 90 aussi, puisque il y a eu, par exemple, la meilleure représentation au championnat du monde de 95 en Islande sous la direction du duo Salah Bouchkriou Mohamed Machou. Donc l'héritage solide, technique du handball algérien a été progressivement consommé par la non-gestion qui s'est installée notamment depuis les années 2000. Sans que personne ne rende des comptes, je le répète. Alors si aujourd'hui les gens sont appelés à rendre des comptes pour la gestion financière, moi j'aurais aimé que d'abord ils soient interpellés sur Tadahur Mustawa Kurat al-Yid Mundu 20 sana. Et ceci repose essentiellement sur la non prise en charge des générations montantes et donc du renouvellement des équipes nationales à travers ce qui doit être fait normalement sur les équipes U16, U17, U18, U19, U20, U21. Vous constatez que j'ai mélangé les deux sexes parce que dans le même temps, le handball égyptien, qui n'existait pas au plan féminin, a préparé des U18 et des U20 qui ont battu des équipes européennes de haut niveau dans des championnats du monde. Donc quand on veut et quand on a les bases, quand il y a l'histoire, parce que c'est l'histoire qui permet d'affirmer que nous avions les bases, eh bien on doit faire. On peut faire. Maintenant, c'est vrai que ce fleuron du sport algérien, la dégradation a été continuelle parce qu'il a été attaqué.
Il a été attaqué ici, en Algérie, à cause de jalousie intérieure au sport algérien, jusqu'à arriver à ce que ce fleuron périclite progressivement pour rejoindre la médiocrité générale qui s'est installée dans le mouvement sportif national. J'attire l'attention que nous avions vécu la réforme sportive 77, qui a permis au sport algérien à faire un grand bond en avant, de dépasser certaines nations européennes qui, pour certaines disciplines, donc n'avaient pas la capacité de s'élever au-dessus du niveau amateur. Je donne l'exemple du handball français. Évidemment, les gens à l'étranger retiennent les leçons et ils font les réformes qui s'imposent. Ce qui s'est passé au niveau du handball français qui est devenu champion du monde et champion olympique, etc. Pendant que nous avons choisi le chemin inverse. Depuis 30 ans, nous vivons une période transitoire, c'est-à-dire depuis la fin de la réforme sportive de 77, clôturée officiellement par la loi 89-03 qui a permis le désengagement des entreprises. Il se trouve qu'on est revenu à la gestion par les entreprises pour le football. Mais est-ce qu'il y a une politique nationale en la matière? Donc il y a le professionnalisme au football. Et vous serez tous d'accord avec moi qu'on le met entre parenthèses en termes de professionnalisme. J'avais pris la responsabilité, au temps où j'étais en charge du secteur, de lancer le professionnalisme en football avec le principe qu'il s'applique aux athlètes des disciplines autres que le football, des disciplines prioritaires en Algérie, dont le classement avait été mis en place. Ce projet de professionnalisme, sur 5 ans, avait été mis à la poubelle pour attendre 10 ans pour avoir le professionnalisme que nous avons en face de nous et qui est pris en charge par les entreprises publiques. Donc il y a une grande question qui touche à la prise en compte réelle que pour des athlètes de haut niveau, il y a ce que j'appelle un projet de vie. Parce que s'engager à faire du sport quotidiennement, c'est-à-dire de ne pas exercer un autre métier, c'est engager son avenir familial étroitement lié à la carrière sportive. Et ça doit être du professionnalisme. Maintenant, il faut qu'il soit structuré. Donc ça fait 30 ans que nous sommes en période de transition. C'était tout pour votre question. La troisième question concernant la réintégration des techniciens. Alors, quand vous dites la réhabilitation des techniciens, ça veut dire qu'ils ont été exclus. Voilà. C'est un reproche qui m'a été adressé en tant que ministre. Je n'ai jamais eu la possibilité de mettre les choses au point. Aujourd'hui, j'étais là pour les Jeux méditerranéens et pas pour ça. Lorsque j'ai modifié le décret, lorsque j'ai été ministre, lorsque je suis arrivé en charge du secteur, j'ai modifié le décret qui organisait les fédérations. C'était en 1997. On est en 2022. Il y a eu après moi 13 ministres, la 14, n'est-ce pas? Voilà. Je suis montré du doigt comme celui qui a exclu les techniciens. Il y a 12 ou 13 ministres qui auraient pu les réintégrer. D'accord. Si c'était une erreur. Ok.
Je voudrais juste dire qu'à ce moment-là, je n'ai pas exclu les techniciens. J'ai réorganisé simplement la participation des clubs dans les assemblées générales. Au lieu de 3 membres, d'un seul membre. Si ça doit être le technicien, eh bien, Allahumma barak, que ça doit être le technicien. Si le président il veut être là, par rapport au technicien, c'est son droit. Mais je vous rappelle que l'Assemblée générale de la Fédération de football, quand je suis arrivé donc à la tête du ministère, était de 450 membres, qui se bagarraient à coups de poing à la coupole, sous les regards des caméras. Voilà. Le problème n'est pas dans la présence ou non des techniciens dans l'Assemblée générale. Le problème est dans le niveau des dirigeants qui dirigent les associations sportives et qui composent les assemblées générales. Dans le niveau des présidents de ligues qui dirigent les ligues et qui composent l'assemblée générale. Le problème est là. Le problème, c'est également que nous souffrons de différents maux en Algérie, comme celui c'est un fléau national qui s'appelle régionalisme. Il y a des élections qui se passent sous le chapeau, le triste chapeau du fléau du régionalisme, et non pas de la promotion de la compétence pour le bien du sport algérien. Donc de ces différents mots collés l'un à l'autre, on arrive à la situation que l'on vit. Des assemblées générales qui ne représentent pas le potentiel humain des fédérations. Il faut absolument changer la composante des assemblées générales. Ce que vous ne savez pas, c'est que peu avant de quitter mes fonctions de ministre, j'avais finalisé un projet de réforme de l'organisation des fédérations. Après des négociations secrètes avec la FIFA et l'aval de la Confédération africaine de football, pour que cela passe également au niveau du football. L'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football devait se limiter à 48 membres. Ahl al-Mihna, c'est-à-dire les représentants des athlètes, les représentants des entraîneurs, les représentants des arbitres, les représentants des clubs, les représentants des ligues. Voilà. Ce projet a été jeté à la poubelle. Et nous sommes revenus ensuite à 300 membres de la Fédération algérienne lorsque un président de la Fédération a créé la Nationale 3. C'est vrai que dans d'autres pays, ça peut se faire. C'est des exigences de la discipline. Mais chez nous, ça touche également à toutes les autres disciplines sportives, quand il s'agit du football. Parce que quand toutes les communes d'Algérie veulent être en national, le moindre dinar qui existe dans la commune, il va au football, et pas aux autres disciplines sportives. Nous parlons de Jeux méditerranéens, où au football, il y aura 6 médailles. Quand en athlétisme, il y aura plus de 90 médailles. Voilà pourquoi il faut travailler en athlétisme prioritairement, en judo prioritairement, en boxe prioritairement, en haltérophilie prioritairement, en lutte prioritairement. On cite là les disciplines qui ont apporté les grandes satisfactions au sport algérien, entre autres, mais qui malheureusement sont en souffrance aussi, pour des tas de raisons. Voilà. Donc, oui, il faut réformer les assemblées générales. Parce que ceux qui occupent aujourd'hui les assemblées générales, une grande partie d'entre eux sont rentrés par effraction. Et les vrais représentants de ces disciplines sportives sont marginalisés, sont à la maison. Lorsque j'avais fait le décret décrié en 1997, j'avais introduit le renforcement de l'Assemblée générale par 10 personnalités désignées par le ministre pour faire entrer les gens marginalisés. Tout le monde a oublié ça.
3 d'entre eux devaient être élus au sein de ces 10-là, pour enrichir les bureaux exécutifs. Ça n'était pas une volonté de caporalisation des assemblées et des bureaux, puisqu'ils restaient en infériorité numérique. C'était une volonté de renforcement pour faire entrer des gens marginalisés. Malheureusement, ceci a disparu parce qu'on s'est heurté aussi, il faut en convenir, à ce qui est imposé aujourd'hui à travers les instances internationales, c'est-à-dire de respecter le caractère démocratique du fonctionnement des institutions sportives. Donc que ça doit être des élus. Entre parenthèses, l'obstacle avait été levé avec la FIFA dans des négociations secrètes à l'époque, en faisant élire les 3 membres du bureau au sein des 10 personnes désignées par le ministre. Ça n'est plus d'actualité. Mais allez, ce qui est important aujourd'hui, c'est de récupérer les véritables ressources des sports algériens. Il y a des moyens, il y a des internationaux, des anciens internationaux qui ont des titres internationaux, des titres mondiaux, des titres olympiques, des titres africains, des titres méditerranéens. C'est la véritable ressource humaine de toutes les fédérations. Une grande partie d'entre eux ont fait des formations de niveau élevé qui peut permettre d'attester de leur niveau intellectuel, de leur niveau de compétence. Une grande partie d'entre eux ont souffert pour rentrer dans le mouvement sportif national à travers les associations. Ça n'a pas été facile. Il faut leur permettre maintenant de rejoindre les fédérations ès-qualité par rapport à ce qu'ils ont donné au sport algérien. Et je vais ouvrir là une autre parenthèse. Quand je parle du mal qui a été fait au sport algérien, quand on a empêché les ministres, les différents ministres qui sont succédés d'exercer leur fonction de contrôle. Il y a un autre mal qui a été fait au sport algérien. Il existe le mérite olympique, l'ordre du mérite olympique. Je vais vous donner 2 exemples. L'ex-médaillé olympique Ben Yekhlef n'est pas titulaire de la médaille de l'ordre du mérite olympique. Les joueurs que j'ai eu l'honneur d'entraîner, dont certains sont 5 fois champions d'Afrique, médaillés d'or des Jeux méditerranéens, en battant en finale la France, médaillés d'argent aux Jeux méditerranéens de Casablanca, en ayant battu la France de 9 buts d'écart à l'époque. Aucun de ces handballeurs n'a eu l'honneur d'être distingué de l'ordre du mérite olympique. Quand il y a des gens emprisonnés pour malversation financière qui sont titulaires de l'ordre du mérite olympique, parce que leur mérite a été justement d'utiliser des fonds volés au peuple algérien pour obtenir ce mérite olympique. Il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre à leur place parce que il y a des messages à lancer à la jeunesse algérienne, notamment le sacrifice sportif. Voilà, il peut être sanctionné par l'ordre du mérite olympique. Et chez nous, non. Le sacrifice sportif, il n'est pas sanctionné par l'ordre du mérite olympique. Le mérite sportif n'est pas sanctionné par l'ordre du mérite olympique. Depuis 20 ans au moins. Si, les autres questions, Fadlkou. C'est bon. S'il vous plaît, M. Aziz, je vais vous reposer la question en français juste pour avoir une réponse française. Par rapport à, est-ce que vous pouvez me confirmer la participation gratuite des délégations au GM Europe? Effectivement, une décision politique a été prise à l'époque, au moment de la candidature de notre pays et de la ville d'Oran pour obtenir la 19e édition
des Jeux méditerranéens, de permettre la participation étrangère qui normalement est une participation financière pour chaque athlète et chaque dirigeant qui participe. Donc pour être présent aux Jeux d'Oran gratuitement, sans payer quoi que ce soit. C'est une décision politique qui accompagnait notre candidature, mais qui en même temps était déjà le premier message de bienvenue de l'État algérien en direction de la famille sportive méditerranéenne. Donc, une question, je pense qu'on a fait le tour. On vous laisse le dernier mot, M. Derouez. Le dernier mot, je reprends ce par quoi j'ai commencé. C'est un message d'abord pour rassurer la population algérienne et en particulier ses sportifs pour la capacité de notre pays à accueillir les Jeux méditerranéens d'Oran. Ce message également, c'est de dire qu'il y a une parfaite collaboration entre le Comité international des Jeux méditerranéens et le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran, qui sera une nouvelle fois cette collaboration mise à l'épreuve lors du séminaire des chefs de délégation qui aura lieu les 11 et 12 décembre, et où toutes les dispositions pour l'accueil sont prévues pour la réussite de ce séminaire. Et de la même façon, c'est un message de mobilisation de toute la population algérienne autour de ces Jeux, et pour dire que ce n'est pas seulement les Jeux de la ville d'Oran, c'est les Jeux de toute l'Algérie, des 58 wilayas. Et certes, tous les Algériens seront les invités de la ville d'Oran au moment des Jeux, mais pour une fête que nous ferons tous ensemble, pour célébrer également ensemble le 60e anniversaire de notre indépendance. Je veux promettre également à la population algérienne et également à la famille méditerranéenne que nous allons compenser dans les jours qui viennent un déficit de communication en leur direction à travers un nouveau site web qui sera mis en ligne dans les prochaines semaines, en tout cas avant la fin du mois de décembre. Voilà. Et dont ils pourront tous être fiers. Merci beaucoup, M. Derouez, d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que cette conférence a été très fructueuse. Il y a beaucoup de suivi. Il n'y a pas eu de... Surtout, ça fait plaisir parce que il n'y a pas de langue de bois. On se ressemble sur ce point-là. On dit les quatre vérités. C'est parce qu'on est justement patriote et quand même notre pays qu'on met le doigt dans le mal. Parce que quand même, avec le Shabawiya ou tout ce qui est les Bniwiwi et tout, ça ne fait pas partie de notre culture. Nous, on est un journal la fonction publique. On défend l'État algérien, le gouvernement algérien, mais sans langue de bois. Je tenais à le dire parce qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport au journal Moudjahid. Parce que quand même à l'époque c'était un organe lié au FLN et tout sur le plan politique. Depuis des années, je vois qu'il y a une grande évolution. On est libre de dire ce qu'on veut. On est libre de critiquer objectivement sans toucher à l'intégrité de notre État et de notre armée, etc. Mais toutes les vérités sont bonnes à dire. Parce qu'on en a marre des incompétents. Et moi j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à la valeur des hommes et à la compétence. Donc l'Algérie nouvelle, elle se fera avec les gens compétents, les gens qui travaillent, les gens qui ont le sens du patriotisme, qui aiment leur pays, sans langue de bois, qui voient droit devant. Donc je
je tiens à vous féliciter pour votre franc-parler. Moi, j'ai été très touché par votre franc-parler. Et puis, Zéna, il faut que les gens intègrent, occupent le terrain. C'est fini, hein, donc c'est le combat du... Je sors un peu du sujet, mais c'est le combat du bien contre le mal. Voilà, je termine avec ça. Juste une précision pour mon franc-parler, je vous remercie. Mais moi, tout ce que je dis, je peux le prouver à toute personne qui serait mon interlocuteur. Voilà. En particulier quand je parle de la situation du sport algérien, des causes et des conséquences. Voilà. Maintenant, je tiens à remercier tous ceux qui étaient là. D'abord, merci beaucoup d'avoir été là, parce que vous croyez dans votre mission de bien informer le citoyen algérien et également de bien informer à l'international. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres journalistes qui auraient dû être là parce qu'ils écrivent beaucoup sur les Jeux méditerranéens, très récemment seulement et pas avant. Et moi, j'aurais bien aimé que ceux qui écrivent beaucoup récemment, avec énormément de critiques, s'inquiètent des Jeux méditerranéens depuis au moins 2017. Voilà. Donc merci pour votre présence et vos questions. Et à tes comme ça.